Bonjour à tous et bienvenue dans Ultra Distance, le podcast 100% ultra où nous partons à la rencontre d'hommes et de femmes qui repoussent les limites de l'endurance. On va se nourrir de ces expériences comme source d'inspiration et apprendre à se préparer au niveau physique, mental et nutrition pour affronter nos prochains défis. Ultra Distance, c'est un épisode par mois, tous les premiers lundis du mois. Je suis William. Et moi, c'est Mine. Nous sommes tous les deux des passionnés de trail running et nous sommes les cofondateurs de NAC, la marque de nutrition sportive pour l'ultra-distance. Bienvenue dans le 8e épisode du podcast. Dans cet épisode, nous avons le plaisir d'accueillir Henri Do, un cycliste d'ultra-distance qui vient de compléter la course la plus longue au monde, j'ai nommé la Trans-Canada Bike Race. Et tenez-vous bien, il a complété ce défi en 60 jours, 14 heures et 55 minutes. Yes, Will. En plus, on connaît Henri. Avant cet exploit, c'est un athlète qui était aussi présent au tout début de NAC. On l'a rencontré donc sur les événements de triathlon qu'on faisait tous les week-ends à Magog, à Tremblant, à l'ITU. Ouais, effectivement, et je me souviens que depuis la pandémie, il a commencé à switcher vraiment sur de l'ultra-distance en cyclisme. Je me souviens de lui qui se lançait ses différents défis quand il partait aux aurores pour finalement rentrer avant le couvre-feu. Il essayait de parcourir en fait le maximum de kilomètres pendant ses barrières horaires. Et je me souviens d'avoir suivi toutes ses aventures sur Instagram à ce moment-là. C'était super intéressant. Ouais, à cette période, il a complété donc plusieurs défis de 400, 600, 1000 km en moins de 48 heures. Et donc, il figure depuis parmi l'élite canadienne de l'ultracyclisme. Il vient tout juste de terminer la première édition de la plus longue course de vélo au monde, la Trans-Canada Bike Race. Pour parler un petit peu de cette course, en fait, elle débute au Yukon et elle se termine en fait donc tout à l'est du Canada, à Terre-Neuve. Elle traverse donc le Canada du nord au sud et de l'ouest en est. C'est un périple qui fait plus de 12 500 km avec plus de 95 000 mètres de dénivelé positif, ce qui est complètement dingue. Et évidemment, le tout doit être parcouru sur deux roues le plus rapidement possible. Pour vous resituer, donc sur la ligne de départ, on est à Whitehorse au Yukon. On descend du nord au sud tout le BC jusqu'à Vancouver. On traverse les Rocheuses de Vancouver à Calgary. Là, on a déjà fait 4000 km et le plus gros du D+, est derrière nous. Après, on traverse toutes les prairies de Calgary pour arriver en Ontario à Toronto. Puis ensuite, on arrive à Montréal en longeant la frontière américaine. Donc là, on est déjà rendu à un peu plus de 8000 km. Ensuite, on continue de remonter tout le Québec, de Montréal jusqu'à Percé, en suivant donc toute la côte gaspésienne sur la côte nord. Et en dernière partie, finalement, on va traverser donc le Nouveau-Brunswick et on va faire le tour de l'île du Prince-Édouard pour finalement remonter toute la Nouvelle-Écosse sur la côte nord et traverser donc jusqu'à l'île de Saint-Pierre-et-Miquelon, que l'on va finalement traverser d'ouest en est sur sa totalité pour finir à l'extrémité est du Canada, à St. John's. Donc sur ce, bon épisode avec Henri Do qui nous raconte son aventure de la Trans-Canada Bike Race. Bonjour, c'est Henri Do. Bienvenue dans l'Ultra Distance. Salut Henri, comment ça va? Salut Mine, ça va super bien et toi? Ouais, super. Ça va Will? Ça va, nickel. Content d'être dans le podcast et puis de recevoir Henri, évidemment. Henri, pour commencer un petit peu, on en a parlé dans l'intro. On sait que on s'est rencontrés en fait à travers les premiers événements en triathlon qu'on faisait. Nous, c'était comme ça qu'on te connaissait, quoi, comme un triathlète. Et on voit que petit à petit, t'as découvert l'univers de l'ultracyclisme. T'es devenu vraiment un aventurier dans l'ultracyclisme et puis tu ouvres des portes que personne n'a encore jamais ouvertes. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce process, qu'est-ce qui t'a fait passer justement du triathlon à l'ultracyclisme et nous raconter les différentes étapes, quoi. Ouais, tout à fait. En fait, c'était quand que après j'avais fait environ 4-5 ans de triathlon, je m'étais dit que je voulais plus focusser sur ce que j'aimais dans la vie, donc c'était plus le vélo. Parce que même déjà là, vers la fin de mes années de triathlon, je faisais que faire du vélo. Je nageais vraiment seulement le jour de la course. Je courais 1 à 2 fois par mois, mais je faisais 99% de vélo, donc c'était pas mal rendu ça mon training. Non, malgré mon training quand même un petit peu atypique, je pouvais quand même avoir des bons temps en triathlon. J'avais fait un sub 5 justement avec ce genre de training un petit peu bizarre là. Un sub 5 sur demi Ironman? Ouais, sur un demi Ironman. Et je pense que mon full, j'avais fait environ 11 heures environ sur un full avec juste que le vélo, un petit peu de course puis zéro nage.
Donc finalement, je m'étais dit que c'était logique finalement de faire le switch, de passer qu'au vélo. Alors, j'avais jamais fait de bikepacking avant et le bikepacking commençait à prendre de l'ampleur. Je m'étais dit, il était temps que je lâche le triathlon puis que je fasse que du vélo, de faire du bikepacking en Gaspésie, au Saguenay, etc. Alors, j'ai commencé à faire du bikepacking plus en mode touriste, pas des grosses distances, des 100, 150 par jour, juste pour explorer, pour voir les choses. Et ça m'a tout le temps manqué l'aspect compétitif. Donc, je me suis dit, tu sais, je suis en forme en ce moment, j'ai les jambes, j'ai un gros été d'entraînement, mais j'ai pas de compétition, j'ai rien pour me tester. Donc, moi, l'année précédente, en fait, l'année avant que j'ai quitté les triathlons, j'avais déjà fait Toronto-Montréal en 2 jours avec des amis, en mode bikepacking, mais de longue distance. Donc, c'était un 300 km x2. Puis, ça m'a tout le temps, en fait, intrigué pour savoir, est-ce que c'était possible de faire Toronto-Montréal en une journée. Donc, voilà, vous me voyez venir. Alors, un matin, je me suis levé et sur un coup de tête, je me suis dit, je pense que cette semaine, c'est une bonne semaine. Alors, je me suis dit, ce vendredi-ci, je vais faire Toronto-Montréal en un jour, 600 km, le double de ma distance que j'avais déjà faite. J'allais rouler de nuit, j'avais jamais roulé de nuit avant. J'allais rouler en 24 heures sans sommeil, j'avais jamais fait ça avant. Mais là, moi, en fait, le problème, c'était pas de faire le défi, de le tenter, mais le problème, c'était comment est-ce que je me rends à Toronto? C'est qui va vouloir m'amener là pour que je puisse aller faire ce défi-ci? Finalement, je suis rentré au travail et j'ai commencé à jaser avec mes collègues. J'avais une collègue, en fait, je lui demandais, hey, tu fais quoi ce vendredi-ci? Est-ce que ça te tenterait de me conduire à Toronto? On ferait un road trip ensemble. Le seul hic, c'est que je reviendrai pas avec toi. Tu vas me laisser là, puis moi, je reviendrai en vélo. Puis surprenamment, elle m'avait dit qu'elle faisait rien vendredi soir, donc voilà, c'était une de mes collègues qui m'a amené. Puis en même temps aussi, une deuxième collègue s'est jointe à la convo. Puis là, je lui ai dit, ça te tente-tu de venir avec nous sur un petit road trip à Toronto ce vendredi soir? C'est juste que je reviendrai pas avec vous. Vous allez pouvoir vous accompagner, vous allez pouvoir aller bruncher, faire ce que vous voulez. Et voilà, donc mon plus gros défi en fait pour faire ce défi-ci, c'était de trouver quelqu'un pour m'amener et ça a résolu en moins d'un matin. Donc ça, c'était en quelle année, Henri? Ça, c'était en 2019, si je me rappelle bien. Donc, juste avant la COVID, c'est ça. Donc, l'été 2019, quand j'avais arrêté les triathlons, quand j'avais commencé à faire du bikepacking, et c'était mon premier 600 km. Donc, ce défi-là, je l'avais réussi en 23h58 elapsed time. Donc, parti de Toronto à 2h du matin, plus ou moins, et je suis arrivé à Montréal à 1h58 environ. Wow. Donc là, tu as une révélation pour l'ultracyclisme, et puis la pandémie est arrivée, et c'est là où tu t'es dit, voilà, je vais vraiment m'y mettre plus sérieusement, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc, en fait, suite à ce défi-ci, j'avais continué à faire des défis un petit peu sur mesure, un petit peu plus, moi, je considère ça un petit peu insensé. Donc, après que j'avais fait Toronto-Montréal en 24 heures, donc 600 km one shot, c'est là que j'ai arrêté de me déplacer à vélo, en voiture pour me rendre dans mes événements. Donc, tous mes événements de vélo, de course, je me rendais à vélo, je faisais l'événement et je rentrais à vélo. Donc, c'est là que j'ai commencé à faire très fréquemment des 300 km et plus. Par exemple, me rendre dans une raid à Sutton, je me rendais là à vélo, je faisais la raid, je rentrais à vélo. Puis un petit peu pour le pousser, j'avais le marathon de Toronto aussi cet automne-là. Donc, je me suis rendu à vélo à Toronto en 2 jours. Donc, 300, j'ai couru le marathon 42 et je rentrais à vélo 300 le jour après. Voilà. Ça fait de la planification quand tu pars pour faire un marathon. Ouais, effectivement. Et tu mentionnes que justement, tu avais de la difficulté à vivre cette expérience-là sans avoir de compétition. Est-ce que c'est parce qu'il manque de courses aujourd'hui, de bikepacking, de courses à étapes en fait dans ce type de catégorie-là, ou est-ce que c'est simplement parce que tu cherchais d'autres choses? En fait, c'était pas au niveau de compétition, mais c'était plus au niveau de me surpasser. Donc, je trouvais qu'à faire du bikepacking, donc faire des 120 km par jour, je me surpassais pas. Je voyais des belles choses, oui, mais j'avais le manque de sentiment de me dépasser, de faire de quoi de fou, ce que les Ironman dans le temps me procuraient. Donc, c'était plus ça. Donc, c'est plus de la compétition avec toi-même que tu recherchais que plutôt de la compétition où tu allais te mesurer à d'autres compétiteurs, quoi. Ouais. Henri, tu as roulé énormément, tu pédales énormément. C'est quoi ton why? Pourquoi est-ce que tu pédales autant? C'est assez simple quand même, parce que je peux le faire. Tu sais, je me dis qu'éventuellement, je pourrais plus pédaler, mais en même temps aussi, c'est pour voir les belles choses. Donc,
en faisant de l'ultra à vélo, on voit tellement de belles choses, le paysage est changeant. Des journées de 24 heures, le lever du soleil, la journée dans l'entièreté, les soirées, les couchers de soleil, après ça la nuit. C'est un paysage complètement différent à travers les 24 heures de la journée, mais c'est magnifique dans tout son état. Donc, à travers les beaux levers de soleil, couchers de soleil, après ça, les étoiles la nuit, les aurores boréales que j'ai pu voir aussi durant ma traversée du Canada. Donc, c'était magnifique. Est-ce que c'est un désir qui s'est accentué avec la pandémie ou pas? C'est vraiment ce désir de rouler qui s'est où tu t'es dit, tu sais, avec la pandémie, t'as réalisé que c'était vraiment une chance et t'as voulu vraiment pousser ça? Non, même pas. Je te dirais que la pandémie, ça m'a comme freiné un petit peu dans mes projets, surtout le couvre-feu qui m'a empêché de rouler la nuit. Étant un rouleur qui fait des grosses journées des 24 heures, dont la pandémie m'a vraiment mis un gros frein sur mes projets. J'avais plusieurs projets d'hiver que j'aurais voulu faire, mais avec le couvre-feu, c'était rendu impossible. Mais c'est là aussi que je me suis un petit peu réinventé durant le couvre-feu avec mes autres défis perso de time trial entre les couvre-feux. Donc, je dirais que la pandémie, en fait, ça n'a pas vraiment aidé à mon cas. Mais ça m'a quand même permis de faire d'autres trucs pour me surpasser différemment. Est-ce que tu te vois un peu du coup comme justement un chasseur de paysages, un chasseur, tu vois, de moments assez uniques dans la nature? Tu sais, tu mentionnes les aurores boréales. Est-ce que c'est ça qui te fait pédaler tout le temps et t'es en quête en fait de ce genre de moments inoubliables, ce genre de photographie que tu vas faire, tu vois, dans ton esprit et puis que tu vas conserver en fait à jamais? C'est quoi exactement que tu recherches comme ça dans l'ultra, quoi? Ouais, tout à fait. Effectivement, c'est la quête de justement ces moments uniques, ces moments inoubliables. C'est les aurores boréales, oui, les étoiles. C'est ça en fait qui me fait surtout vibrer, mais aussi de découvrir les nouveaux paysages. Donc, le Canada est tellement vaste, on a tellement de belles richesses dans ce pays-ci. Donc, dans toutes les provinces, il y a des belles choses qui sont complètement différentes de l'autre province précédente. C'est quand même fou. En quoi tu relis justement, tu vois, ce côté défi, tu sais, qui te manquait initialement dans le bikepacking, ou dans le bikepacking, tu es vraiment dans un état où tu vas justement à la recherche de ces paysages-là, de cette aventure, de, entre guillemets, un peu plus prendre le temps. Est-ce qu'il n'y a pas une certaine, justement, un certain paradoxe, tu vois, entre la recherche de la compétition et de se pousser, et en même temps de profiter de, tu sais, de ces paysages-là devant lesquels tu pourrais avoir envie de rester pendant des heures, quoi? Je te dirais que là, cet effet-ci, c'est plus le fait que normalement je travaille les lundis, donc si je quitte sur une aventure de bikepacking le vendredi soir, faut que je sois de retour le lundi matin pour le travail. Donc comment est-ce que je peux condenser une grosse sortie en 48 heures de fin de semaine? Dans le cas de la Trans-Canada, j'avais 2 mois techniquement pour le faire. Donc, comment est-ce que je peux condenser tout le pays en 2 mois? Ça, c'est plus la réponse, disons, plus comique. Que c'est pas exactement ça, mais c'est un petit peu ça que je me dis, que je fais des grosses sorties pour être de retour à temps pour le travail parce que j'ai pas assez de congés. Mais sinon, c'est quand même dur à dire. C'est juste le fait de est-ce que je peux faire de quoi qui semble impossible. Beaucoup de gens disent que c'est impossible au début, mais après ça, moi, quand j'arrive à le réaliser, c'est là que je me rends compte, c'était peut-être impossible à la pensée, mais on sait jamais jusqu'à temps qu'on essaie de le faire, qu'on tente. Donc, c'est ça qui me donne le feeling d'accomplissement, que ok, je me suis surpassé, mais j'ai aussi surpassé beaucoup les attentes des gens. C'est un truc qu'on croyait que non, c'est pas faisable. C'est faire un 600 km en 15 heures, en 24 heures, faire la route de l'Allan en tel temps, c'est impossible. C'est souvent ça, en fait, que les gens vont avoir. Donc, j'aime pouvoir démystifier et pouvoir prouver les gens que, non, on sait jamais jusqu'à temps qu'on le tente. Il faut pas tomber dans une conclusion avant de l'avoir essayé. C'est quoi d'ailleurs ton travail? Est-ce que tu as un travail de 9 à 5? Parce qu'à mon avis, il y a beaucoup de gens qui se posent la question comment il fait Henri pour accumuler autant d'heures sur un vélo. Donc, qu'est-ce que tu fais? Ouais, effectivement, j'ai un travail de 9 à 5, donc je travaille du lundi au vendredi. Je travaille chez Desjardins en tant que conseiller principal en intelligence d'affaires. Alors, je m'occupe un petit peu de tout ce qui est reporting pour mon équipe du côté plus TI. Donc oui, j'ai un horaire assez flexible quand même qui me permet de rouler quand il fait beau, quand il fait moins beau, quand il pleut, c'est là que je préfère mettre plus d'heures.
Oui, c'est 9 à 5, mais parfois même, je travaille de nuit, pour m'avancer dans des trucs et faire d'autres plus courtes journées. Alors, j'ai cette flexibilité-là, en fait, qui va très bien avec mon mode de vie en ce moment. Ouais, et tu travailles de la maison aussi? Principalement, oui. Principalement remote, ouais. Ok. Donc, comme quoi, c'est vraiment aussi une question d'organisation. Donc, c'est vraiment possible. Tout le monde peut le faire et c'est ça que tu veux montrer aussi. Ouais, c'est ça. Je suis une personne avec un travail de tous les jours. La plupart de mes courses, je les finance moi-même. C'est sûr que maintenant, cette année, j'ai beaucoup de commanditaires qui m'aident aussi à me surpasser à travers tout ça. Mais tout le monde peut le faire aussi. Il faut juste se faire confiance. Je pense que le frein, c'est que beaucoup de gens ont peur et ils vont s'arrêter à la peur. Mais il faut se faire confiance, il faut prendre une chance, il faut le tenter, puis on sait jamais ce qui peut arriver. Donc, avant de plonger là dans la course, là, dans le vif du sujet, donc ceux qui te suivent, ils savent que tu as 2 amis qui te suivent partout. On te voit sur les médias sociaux, c'est donc René et les crèmes glacées. Est-ce que tu peux nous expliquer l'histoire derrière ça? Les crèmes glacées, je pense que ça a parti officiellement quand j'ai arrêté les triathlons, parce qu'avant les triathlons, durant les Ironman à Tremblant, c'était souvent la poutine qui m'accompagnait. Donc, il y avait tout le temps de poutine qui était offerte à la ligne d'arrivée à tous les Ironman à Tremblant. Mais après les triathlons, c'est là que j'ai commencé à manger beaucoup plus de crème glacée. Et je le mange pas nécessairement pour le sucre, parce que beaucoup de gens vont penser, il y a du sucre, donc il va prendre la crème glacée parce que c'est sucré, c'est un bon boost pour le sport. Mais c'est pas nécessairement ça. Ça, c'est vraiment plus secondaire. Donc pour moi, la crème glacée, c'est plus pour l'aspect mental. La crème glacée de 1, c'est bon. Puis aussi, c'est photogénique sur les photos. Ça prend des belles photos avec Instagram, quoi que ce soit. C'est bon pour les stories. Tout le monde aime ça. Puis ça me rend heureux. Donc, pour l'ultra-distance, je crois qu'il faut avoir un mental quand même stable. Donc, faut être heureux, faut être dans un bon mind state pour continuer. Alors, la crème glacée, ça me procure ça. Quant à René, en fait, ça a quand même commencé avec une histoire un petit peu random. Donc, René était né l'an passé, alors c'est assez récent quand même. Je m'en allais faire une sortie dans les Outaouais, en fait en Outaouais avec des amis. Puis évidemment, au lieu de me rendre là en voiture, je me suis rendu là à vélo, donc 200 km pour me rendre. Après ça, la raid, c'était un 200 km en Outaouais. Puis finalement, un 200 pour revenir à la maison, à Montréal. J'avais un tatou temporaire d'un dinosaure avec des frites et d'autres trucs que je me suis fait sur la main, juste en joke au début. C'était juste pour plaisanter, puis j'allais montrer ça à mes amis, comme c'était comme un petit peu farfelu, puis makes no sense, un petit peu de nonsense. Mais finalement, quand j'étais rendu en Outaouais avec mes amis, la raid était tellement difficile, il a fait tellement chaud. Que on était sur le bord de bunker constamment, sur le bord de pass-out par la chaleur. Finalement, on s'est retrouvés dans un cimetière. C'est là qu'on a fait une petite sieste. Puis mes amis me demandaient tout le temps, c'est quoi le nom du dino? Est-ce qu'il y a un nom? Blablabla. Finalement, une de mes amies, donc Christelle, s'est réveillée de sa sieste dans le cimetière. Puis elle avait dit, je suis René. Puis après ça, on se posait, est-ce que je suis René, c'est-tu vraiment le participe passé du verbe renaître? On n'était pas certain, parce qu'on trouvait ça quand même bizarre que c'était un nom de personne. Fait que c'est là qu'on a conclu que, on devrait appeler le dino René. C'est notre dinosaure ou qu'on renaît. Puis c'est un petit peu ça en ultra-distance, on a tout le temps des mauvais moments, des moments down, des moments difficiles où on se sent vraiment bottom of the pit, rock bottom. Mais ça coûte par passer. Donc, c'est de là que René est né. Alors, j'ai dit, le dino, c'est le symbole de la renaissance, c'est le symbole que tous les mauvais moments puissent passer. Puis, voilà, depuis ce temps-là, le dino a commencé à... au début, c'était plus un inside avec moi et mes amis, mais après ça, j'ai décidé de publiciser comme quoi que c'est quand même une belle chose. On finit tout le temps par renaître à travers les nombreuses épreuves qui peuvent sembler impossibles et difficiles, à travers les nombreuses downs qu'on peut avoir, les moments difficiles. C'est pas mal ça. Donc, que ce soit au travail, dans les courses, dans les ultra-distances, il y a tout le temps des downs qui vont se présenter devant nous, des obstacles qui vont venir nous freiner. Mais tout ça, en fait, est temporaire. On va tout le temps finir par passer à travers. Donc, renaître pour continuer notre quête. Excellent. Donc René est le symbole de cette renaissance et de
du passage après ces moments difficiles qu'on peut tous connaître dans l'ultra. René le dino. Effectivement. À suivre sur l'Insta de Henri. Henri, on va commencer à discuter un petit peu donc de cette aventure de la Trans-Canada Bike Race donc que tu viens de compléter pour remettre un petit peu le profil de la course. C'est donc 12 500 km. Tu as fait exactement, je pense, 12 200 et quelques, si je ne me trompe pas. Ouais. On parle de plus de 95 000 mètres de dénivelé positif, donc c'est l'équivalent de quasiment 8 fois l'Everest, donc c'est vraiment énorme en termes de profil de dénivelé. Tu l'as complété, comme on le disait un petit peu plus tôt, donc en 60 jours, 14 heures et 55 minutes. Un départ donc de Whitehorse dans le Yukon pour une arrivée en fait à St. John, donc dans le Newfoundland. Et c'est une course que tu as complétée donc 100% en autonomie, donc tu devais traîner tout ton équipement. T'es passé par des températures chaudes comme froides dans les montagnes, dans les rocheuses. Tu vas pouvoir nous en parler un petit peu plus. T'as été forcément confronté à tout ce qui était nature avec la faune, mais aussi la flore. Donc tu as pu apprendre en fait à tous ces niveaux-là. Et également, c'était la première édition de cette course. Donc, tu n'avais pas vraiment de repères ou de points de passage sur lesquels tu pouvais te repérer sur d'autres personnes qui auraient pu le faire avant. Tu as été un vrai explorateur à compléter cette course finalement en premier. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'histoire de cette course? Est-ce que tu la connais? Qui est-ce qui a créé cette course-là? Dans quel but elle a été créée? En fait, la course, je l'ai découvert en 2019, donc avant que la COVID arrive. Elle était supposée avoir lieu en 2020 pour l'édition inaugurale. Donc, c'est une course qui avait été créée par Louis-Éric Simard. C'est un ultracycliste aussi qui avait complété la Trans-America Bike Race, qui est beaucoup plus connue, qui roule depuis plusieurs années. Et Louis-Éric, lui, quand il avait complété ça, il s'est dit pourquoi est-ce qu'on n'a pas une édition similaire à la Trans-America Bike Race, mais au Canada. On a un vaste territoire canadien avec plusieurs provinces, plusieurs décors, plusieurs températures aussi changeantes à travers la province. Pourquoi pas? Et on a plus de territoire, donc plus de terrain de jeu. Donc quasiment doubler la distance de la Transam. La Transam, je crois que c'est environ 6800 ou 7000 km plus ou moins. Donc la Trans-Canada Bike Race qui vient presque doubler cette distance-ci. Alors, c'est un petit peu ça comme ça que ça l'avait parti. Puis moi, quand j'avais vu ça en 2019, c'est sûr qu'immédiatement, je me suis dit, j'ai tout le temps voulu découvrir le Canada sur 2 roues. Mais si je peux le faire dans le cadre d'une course d'ultra-distance et faire des grosses distances à toutes les journées, avec l'aspect compétitif, donc ça me rejoint fois 1000. Donc de là que je m'étais inscrit immédiatement quand j'avais vu ça. Puis c'est sûr que là, la pandémie a quand même retardé le départ de la course, donc il était supposé avoir lieu en 2020, ça n'a pas eu lieu. En 2021, non encore. Puis là, finalement, cette année, en 2022, ça a eu lieu. Comment se prépare Henri d'un point de vue de mental, physique, mais aussi logistique à une course si longue et si compliquée? Ouais. Il y a un aspect physique au minimum, mais le physique, c'est vraiment secondaire d'après moi. Oui, physiquement, il faut être quand même prêt à faire des grosses distances ou à faire quand même une bonne distance à toutes les journées. Mais en même temps, moi, tu vois, en ayant quand même beaucoup d'expérience à faire des 400, des 600 km en 24 heures, c'est pas ça qui m'a aidé à traverser la course, c'est plus l'aspect mental. Donc, il y a tellement d'aspects logistiques, alors savoir où dormir, où camper, son ravito, où les faire, parce que c'est sûr qu'au Canada, il y a plusieurs endroits où que les villages et les villes sont tellement espacés. Donc, faut d'abord faire un planning pour, si je quitte telle ville, tel village, est-ce que j'ai assez de nourriture sur moi pour pouvoir survivre jusqu'au prochain ravito qui est potentiellement dans 200-300 km. Donc, surtout au Yukon au début, c'est un petit peu comme ça. Puis aussi après ça, c'est d'être plus stratégique avec la météo. Là, est-ce que je vais avoir la pluie toute la journée? Est-ce que je suis mieux de rouler la nuit? Ou est-ce que je suis mieux de rouler durant le jour? Est-ce que la nuit, il pleut plus, donc je peux peut-être éviter la météo? Est-ce que la nuit aussi, ça fait qu'il y a moins de voitures? C'est peut-être plus sécuritaire de traverser une certaine section qui est plus achalandée, dangereuse. Donc, beaucoup cet aspect logistique-là aussi. Puis après ça, d'avoir géré les bris mécaniques, parce que sur une course de 12 500 km, c'est sûr qu'il y en aura plusieurs. Donc, d'être prêt aussi à affronter tout ça et de continuer malgré qu'on a des bris, etc. Ouais, pour les bris mécaniques, on va y revenir. Là, t'as eu un gros bris qui t'a immobilisé pendant une dizaine de jours.
Et est-ce que tu peux nous dire un peu, combien de participants est-ce qu'il y a eu? Parce que je crois que quand tu as commencé, au début, vous deviez être quelques personnes et au final, tu as été Ouais. le seul au départ, c'est ça? Ouais, effectivement. Donc, au départ de la course, on s'attendait à être 5 au moins au grand départ, dont le grand départ qui avait eu lieu le 12 juin à 6h du matin, heure de Yukon. Donc, moi, je m'attendais à avoir quelques personnes. Pour une course de cette nature-là ou de cette longueur-là, 5, c'est quand même un bon chiffre. C'est pas énorme sur papier, mais pour une course d'ultra, c'est quand même une bonne représentation. Alors, je m'attendais à avoir quand même 5 autres participants. Enfin, en fait, 4 autres participants avec moi pour qu'on puisse quand même vivre à travers l'aventure ensemble, décaler quoi que ce soit, être sur le même parcours, les mêmes météos, les mêmes intempéries. Finalement, j'ai appris quelques jours avant mon vol au Yukon, donc j'ai appris au début du mois de juin que j'allais être seul au départ. C'est sûr que sur le coup, c'est quand même un petit peu plate, mais pour moi, ça n'a pas vraiment changé l'objectif qui était de traverser le pays le plus rapidement possible, donc de partir du Yukon, de me rendre à St. John's, à Cape Spear, le point le plus à l'est du pays, donc le plus rapidement possible. L'objectif restait le même et j'allais quand même pouvoir voir les beaux paysages, découvrir des belles choses, donc pour moi, ce qui était le plus important. De là que j'ai un petit peu mis de côté l'aspect course, alors j'avais pas vraiment la sensation de me faire chasser par quelqu'un derrière moi. J'étais plus sur mon propre horaire. J'allais faire des grosses distances quand même. J'allais rouler 200, 300, 400 par jour, mais j'allais pas être stratégique avec les compétiteurs qui me chassaient, donc de pouvoir tout le temps être devant eux. Pour parler un petit peu justement de toute cette logistique et préparation de la course en amont, est-ce que tu t'es amusé à justement découper la course en différentes sections, puis en te disant, voilà, je la découpe par exemple en 5-6 sections et à chaque fois, tu vois, je fais comme ma première étape, c'est de compléter cette première section. Comment t'as visualisé un petit peu cette course en amont? Ouais, c'est tellement une grosse course qu'au début, j'étais un petit peu stressé aussi sur comment est-ce que je la découpe, comment est-ce que je la gère, comment est-ce que je la planifie d'avance. Mais c'est là que j'ai appris que c'est quasiment impossible de planifier une course de cette envergure aussi longtemps. Donc, ce que j'ai dû apprendre dès le début, c'est que j'allais planifier mes journées vraiment sur le feeling pendant que je roulais. Alors, le jour 1, quand je suis parti de Whitehorse, j'allais planifier, avec la météo que j'ai en ce moment, c'est quoi l'objectif de la journée, c'est quoi qui est possible, c'est quoi qui est faisable, c'est où que je pourrais m'arrêter, c'est où mes ravitaux. Donc, je pensais vraiment un peu plus qu'une journée ou 2 journées à l'avance. C'est sûr que oui, quand j'étais à Montréal, quand je voyais le 12 500 km avec les 10 provinces et le territoire du Yukon, c'est là que je me suis dit, OK, il faut que j'ai une idée rough de combien que j'allais faire tous les jours, être à Vancouver à telle date. Mais finalement, j'ai essayé de suivre ça pendant quelques jours. C'était pas réaliste, donc j'ai commencé à vraiment faire mon horaire basé sur le moment présent. Ouais, donc au final, c'est vraiment beaucoup de gestion de l'imprévu, c'est genre go with the flow et accepter un peu les éléments parce que la météo était vraiment, vraiment changeante. Ouais, effectivement. Et du fait, Henri, niveau logistique, ça a été quoi la plus longue étape que tu as dû compléter, en fait, genre dans un no man's land, là, où tu devais connecter 2 points entre lesquels tu n'avais aucune civilisation ou aucune aide potentielle, en fait, pour te ravitailler et que tu devais prendre toute la bouffe avec toi, par exemple? Ouais, c'était souvent au début, donc au Yukon, quand on se rendrait au BC, puis même la partie nord du BC, donc je me rappelle plus si c'est la Highway quoi, mais c'est une section qui a pas de réseau, avec très peu de ravitaux, avec beaucoup de wildlife, donc c'est là, je pense que j'avais fait un 500 kilos cette journée-là pour relier une partie du Yukon jusqu'à Dease Lake. Puis j'avais roulé un 400 kilos, puis c'était aussi la section que j'avais vu mes premiers ours durant l'aventure. Mais oui, quand que j'avais fait ça, il fallait que je planifie d'avoir assez d'eau sur moi. Au moins, dans ce temps-là, il faisait encore froid, donc j'ai pu passer sans trop boire d'eau, donc pour pouvoir gérer les bouteilles que j'avais sur moi, pour pouvoir me toffer le 400-500 kilos. Puis aussi, à la fin de la course, à la fin, c'était un plus différent. C'est plus le fait que à la fin de la course, il y avait des commerces, il y avait des ravitaux, mais tout fermait vraiment tout. Alors, si je roulais de nuit, j'avais aucun support, aucune assistance parce que tous les commerces étaient fermés.
on va vraiment rentrer plus dans chaque partie là de la course. Donc on va commencer la première partie au départ, donc tout ce qui est Yukon, BC. Tu racontes là l'aspect avoir vu beaucoup de wildlife, etc. Est-ce que tu étais préparé justement à rencontrer des ours? Est-ce que tu avais un bear spray et ça a été quoi ta réaction? Comment est-ce que tu as géré ça? En fait, je suis arrivé au Yukon quelques jours à l'avance. Donc, je suis arrivé au Yukon 6 jours avant que la course a commencé. Et mon objectif en arrivant au Yukon, c'était de voir un ours. J'avais jamais vu d'ours avant. J'avais jamais eu de rencontre avec ce genre de wildlife-là. Alors, mon objectif pendant ces 6 jours-là, avant le départ officiel du 12 juin, c'est d'aller dans le spot le plus chaud des ours grizzly, puis d'en trouver un, de le vivre, puis de gérer à ce moment-là. Parce que je voulais pas gérer mes émotions avec les ours durant la course, avec pas de réseau, avec rien du tout, avec des imprévus. Alors finalement, j'étais sorti. Énorme, donc ça faisait partie du training, quoi. Rencontrer un ours. Ouais, c'est ça, exactement. Incroyable. Ouais. Et donc tu l'as vu? Je l'ai vu. Je me suis rendu vers Destruction Bay, un petit peu plus vers l'Alaska. Puis, tu sais, le plus que je me rendais là, les gens me disaient, ah, c'est sûr que tu vas voir des ours. Il y en a plein des ours, on en voit sur la route tout le temps. Fait que moi, ça me stressait un petit peu. Puis là, tu sais, je demandais aux résidents locaux, je fais quoi, blablabla. Finalement, les gens me disent, tiens-toi à l'écart. C'est sûr qu'un grizzly, tu sais, c'est agressif. On sait jamais ce qu'il peut faire. Donc, moi, le truc que je faisais, c'est, je restais vraiment loin. Je m'assurais qu'il me voyait. Mais le grizzly que j'avais vu cette journée-là, il voulait pas se déplacer, donc il restait planté sur la route. Alors ce que j'ai fait, c'est j'ai attendu qu'une voiture passe et j'ai passé avec la voiture comme bouclier en métal pour me protéger. Mais c'était quand même très très stressant de vivre ça pour la première fois. Puis après ça, au Yukon, au début, le wildlife que je croisais, c'était beaucoup d'ours noirs, des orignaux, des lynx, un petit peu de tout. Durant le jour, mes premiers que je voyais, ça me faisait quand même un petit peu peur de voir mes premiers ours noirs au loin. Fait que là, je m'arrêtais, j'avais une cloche à ours, j'avais aussi mon bear spray qui était obligatoire pour pouvoir, si jamais il y a un imprévu, je peux l'utiliser. Mais le bear spray, il faut que les conditions soient parfaites pour qu'il fonctionne. Donc, il ne faut pas avoir un vent de face, sinon le spray te revole d'en face. C'est ça. Ouais. C'est dommage. Donc, pour les conditions soient idéales. Donc, c'était plus, je pense, pour me calmer mentalement que j'avais le bear spray. Là. Je l'avais à ma ceinture, donc j'avais comme un genre de fanny pack avec des accessoires à ma ceinture. Donc, le bear spray, c'est quasiment rendu mon gun que j'avais sur moi pour me protéger des ours. Et sur cette partie-là, tu as eu énormément de dénivelé. En gros, c'est une partie là, tout Yukon, BC, où tu as avalé beaucoup de kilomètres. C'était entre 300 à 500 kilomètres par jour en moyenne. Il y a même des journées où tu as fait plus de 3000, 4000 mètres de dénivelé. Ouais. Comment est-ce que tu as géré ça? Et aussi, est-ce que justement ce départ-là où tu as dû faire beaucoup de mileage, est-ce que ça t'a permis de t'ajuster au niveau de ces nutritions aussi? Les grosses journées au début, c'est sûr que de faire des journées back-à-back comme ça, c'est comme je te parlais tantôt, le corps s'adapte. Donc, je savais que la semaine 1 et 2 allaient être des semaines les plus difficiles de la course parce que c'est là que je passais dans un mode que je fais des grosses sorties les fins de semaine et des sorties plus courtes de 100 kilos durant la semaine, à faire que des grosses sorties quotidiennement avec très peu de sommeil. Donc, je m'étais dit que oui, ça allait être difficile, mais je savais que mon corps allait pouvoir s'adapter assez rapidement. Et en effet, ça a pris 2 semaines avant que mon corps rentre dans un mode, OK, on fait des grosses distances quotidiennement avec très peu de sommeil. C'était devenu de plus en plus facile par la suite. Donc, je regardais même plus les distances que je faisais à l'île des Liens, je faisais juste rouler. À un moment donné, je me disais que faire un 3000 mètres de D+, avec un 300-400 mètres 300-400 km de distance par jour, c'était rendu quasiment la norme. Donc, j'avais plus la notion de c'était quoi qui était coûteux ou non rendu là. Puis côté nutrition pour ça, effectivement, moi j'ai souvent mangé au feeling, donc tout ce que je faisais maintenant c'était vraiment au feeling, donc c'était important de pouvoir continuer à carburer mes efforts avec ce que je mangeais. J'avais plusieurs barnacs sur moi pour mon départ. Là. C'était quand même compact avec beaucoup de calories, donc ça m'a quand même aidé vraiment au départ au Yukon. Mais des barnacs, je peux seulement en avoir un X nombre, donc éventuellement j'en avais plus pour le reste de la course. Fait qu'il fallait que je passe dans les dépanneurs. Puis au Yukon, il n'y a pas grand-chose comme dépanneur. C'était beaucoup des barres de chocolat puis des sacs de chips. Puis il n'y avait rien d'autre. C'est pas comme les couche-tard qu'on a au Québec ou les 7-Eleven en Ontario. Donc c'était vraiment
que des barres de chocolat et des sacs de chips. Alors, c'était pas la meilleure nutrition au début. Là. Donc, t'as vraiment écoulé tout ton stock de Barnac vraiment au tout début, quoi, sur la première, deuxième semaine. Effectivement. J'ai essayé quand même d'être, je me suis dit, OK, j'ai tant de nombre de barres. Je pense que j'en avais apporté une vingtaine environ qui fitaient dans mes sacs avant. J'avais 2 gros sacs Ziploc de Barnac, puis je me suis dit, OK, il faut que ça me toffe au moins jusqu'à Vancouver parce que je sais que la portion la plus remote du parcours commence du Yukon et se rend quasiment jusqu'à Whistler. Donc, ça, c'était la portion que je voulais vraiment, c'était survivre en autonomie. Puis, une fois de retour à Vancouver, je retrouve un petit peu la civilisation puis la route transcanadienne un petit peu plus traditionnelle que les gens vont faire en touring. Ouais. Donc, est-ce qu'on peut parler de cette partie-là, justement? Donc, de Vancouver, après, t'es allé sur les Rocheuses. Donc, il y avait encore beaucoup de dénivelé. Ouais. Donc, le dénivelé est toujours présent. Mais ce que j'ai quand même été surpris, c'était qu'il y avait vraiment rien de extrêmement à pic. Donc, c'était beaucoup de D+, sur des grosses distances. Donc, des fois, c'était des côtes de 5, 10 km de long. Mais ça dépassait jamais une moyenne de 6 ou 7%. Donc, c'était quand même très, très steady comme montée. Contrairement à ce qu'on va retrouver à Charlevoix, au Québec, on a des pitchs ici de 20% des fois et même plus. Donc, j'ai trouvé ça quand même plus facile. C'était quand même surprenant, mais c'était plus long. Donc, ça montait longtemps, mais je restais dans une zone, un bon pace, c'est-à-dire à grimper lentement. Et pour revenir sur l'adaptation, tu mentionnes vraiment l'adaptation du corps à enchaîner en fait des grosses journées, au niveau du kilométrage et tout ça. Donc, je pense notamment vraiment à toute l'adaptation musculaire, physiologique et tout ça. Est-ce que t'as eu le même feeling en fait d'adaptation sur le sommeil? Parce que tu parlais beaucoup là du sommeil, puis de à quel point justement tu dormais pas beaucoup. Ça a été quoi tes stratégies de sommeil? J'imagine un petit peu quand le soir tu dois te mettre dans ton duvet et que tu sais que t'as des ours, tu vois, qui viennent autour. Tu dois pas non plus dormir vraiment sur tes 2 oreilles. Comment t'as vécu un petit peu cette période-là, surtout sur le début, cette adaptation, et comment ça s'est passé après pour la suite de l'aventure? Ouais. Donc, le sommeil, c'était ça qui était plus difficile à gérer, effectivement. Donc, beaucoup de gens vont penser que c'était le physique qui était plus difficile, que j'avais mal aux jambes, mais finalement, mes jambes s'étaient adaptées après une semaine. Donc, après une semaine, j'étais sur un mode autopilote pour pouvoir faire des grosses distances à toutes les journées. Mais c'était plus le sommeil qui me ralentissait. Donc, avoir un déficit continuellement de sommeil, je dormais 3 heures, des fois 2-3 heures, même moins que ça parfois. J'avais facilement un gros déficit de sommeil qu'il fallait que je rattrape. Donc, à la fin de la semaine, des fois, je dormais à 8 heures une soirée juste pour faire un petit rattrapage de sommeil. Mais même 8 heures après une semaine à avoir dormi que 3 heures, c'était pas suffisant. Donc, ça a quand même pris beaucoup de temps pour que mon corps s'adapte à si peu de sommeil. Je dirais que c'était seulement vers la deuxième moitié, quand j'étais rendu à Québec, au Québec, que mon corps s'est adapté au peu de sommeil que j'avais avec des journées de rattrapage de 8 heures une fois par journée. La raison pour laquelle tu dormais aussi peu, c'était justement dans ton objectif de rentrer la course dans cette barrière de 60 jours, ou est-ce que c'est parce que dans tous les cas, tu n'arrivais pas à dormir bien, ou que tu avais certaines frayeurs justement pendant la nuit? C'est quoi qui te poussait à faire des nuits aussi courtes? Ouais, en fait, c'était plusieurs raisons. Au Yukon, c'était principalement pour éviter de dormir avec les ours, donc pour pouvoir faire des grosses journées sans que je me fasse interrompre par un grizzly au milieu de la nuit. Mais aussi, c'était pour justement la distance, donc pour pouvoir couvrir le 12 500 km en le moins de temps possible. Donc, il fallait que je coupe dans sa main pour faire des grosses journées. Au début, je me suis dit que j'allais faire des journées à 500 et 600, mais finalement, mes journées à 500-600 dépassaient sur 2 jours. Donc, finalement, je roulais 20-24 heures par jour. Après ça, j'avais un sommeil de 4-5 heures. Donc là, je viens de buster un 24 heures. Fait que c'est ça que j'avais pas trop planifié au début, parce que en faisant une fin de semaine à Montréal de 24 heures avec un 600, je dormais pas, ça finissait là. Tandis que là, sur une course de plusieurs journées, si je faisais un 500-600, je viens de buster un 24 heures, là, je suis rendu à 2 jours et non juste une journée. Donc, c'est là que je me suis un petit peu capé à 400. 400, c'était une bonne distance quand même, que je pouvais rouler en bas de 24 heures et aussi avoir un 3 heures de sommeil au moins durant les 24 heures pour ensuite recommencer le jour suivant pour un autre 24 heures.
Ouais, je me souviens d'ailleurs pour la gestion du sommeil, donc on avait un groupe TEDx là avec tous les partenaires et tous les amis que tu avais créés, et il y a des moments là où tu t'es donné des gros objectifs de faire genre un 400-500 km, et tu demandais justement à tes amis de t'appeler pour te tenir éveillé. Et je me rappelle, on s'était eu au téléphone, c'était assez marrant. Il y avait beaucoup de vent et j'entendais pas beaucoup, mais je sentais que ça t'avait tellement fait plaisir de te parler quelques minutes. Ouais, tout à fait. C'était un truc justement pour me garder réveillé, de jaser avec plusieurs gens sur n'importe quoi. Je pense que juste le fait de parler. Tu sais, j'avais commencé à écouter des podcasts, mais après ça, je pense juste de parler de n'importe quoi avec quelqu'un, ça l'a comme déclenché de quoi dans ma tête qui me gardait réveillé. D'ailleurs, comment tu passais le temps, parce qu'il y a énormément de solitude là sur cette aventure pendant 60 jours. Ouais. Tu faisais comment justement, tu sais, pour te tenir occupé? Donc tu dis que t'appelais des personnes des fois, donc podcast. C'était quoi un peu, qu'est-ce qui se passait pour te tenir un peu occupé? Ouais. Ben, moi, je trouve que ça l'a quand même passé assez rapidement. Donc, j'ai jamais eu de moment down où j'ai trouvé ça long. Je documente aussi beaucoup sur mes aventures, donc je prends énormément de photos, de vidéos pour partager avec les gens qui me suivent. Donc, je pense que le fait aussi de documenter, ça fait que oui, j'ai une aventure à la base de faire des grosses distances à toutes les journées, mais en même temps, je prends le temps de bien documenter, d'immortaliser le moment et ensuite de le repartager parce qu'il y a tellement de belles choses que j'ai vues, puis tellement de belles choses que j'ai vécues aussi. Puis aussi des moments difficiles que j'ai voulu capturer aussi, voulu montrer aux gens que c'est pas juste des beaux moments, mais il y a aussi beaucoup de down que je vais avoir d'avoir surmonté. Donc je pense que c'est ça qui m'a permis de me garder occupé. Donc, c'était comme quasiment rendu mon travail, donc de rouler, mais aussi de documenter. Mais c'est un travail que j'adore faire. J'ai énormément de plaisir à repartager ce que je vois. Ouais, c'est intéressant parce qu'en fait, cette volonté de tout documenter, ça te permet d'avoir comme un regard extérieur en permanence sur ta personne et sur la situation, qui te permet de réfléchir à chaque fois à qu'est-ce que tu vas raconter, comment tu vas le raconter, qu'est-ce qui est intéressant finalement autour de toi que tu devrais regarder, les choses sur lesquelles tu devrais t'attarder, les images que tu devrais garder en fait. Donc j'imagine que ça, c'est ce qui doit finalement occuper en permanence ton esprit et qui fait que tu dois finalement pas tant t'ennuyer que ça parce que t'as souvent un regard extérieur, non? Ouais, effectivement. Il y avait même l'aspect quand que j'ai commencé mes genres de sondages avec le wildlife, fait que je mettais tout le temps un sondage avec deux réponses, soit que c'était un ours ou soit que c'était un tel truc. Fait que ça s'était rendu comme un genre de running gag. Alors, tu sais, moi, je m'attendais à voir des wildlife, là. Tu sais, au début, oui, j'avais peur des ours, mais après ça, il était rendu à un point que je m'en foutais un petit peu des ours, des ours noirs. Je m'en foutais vraiment. Ça me faisait plus vraiment peur. C'était rendu banal, là. C'est ça. Sauf la nuit, c'était autre chose par contre. La nuit, quand je rentrais dans un corridor de wildlife, donc il y avait beaucoup de panneaux, c'était écrit les prochains 40 km, après ça avec des pictogrammes ours, orignaux, tel. Fait que quand c'était des pictogrammes d'ours pendant 40 km sur une section avec pas de réseau, avec pas de lumière, c'est là que j'étais un petit peu parano. Alors je roulais au centre de la roue parce que le jour, tu sais, je peux les voir de loin, fait que je m'attends à en voir, puis eux, ils me voient aussi, mais là, la nuit, je vois pas plus loin que 10 mètres devant moi, alors c'est là que j'avais vraiment les yeux grands ouverts pour m'assurer que je pouvais tout voir. Ouais. C'est ça qui te gardait éveillé pendant la nuit finalement, quoi. Ah ouais, un petit peu, ouais. Est-ce que tu as eu des moments où tu t'es endormi sur le vélo, où tu as risqué justement de t'endormir, à essayer de repousser le sommeil, tu sais, ça a entraîné des chutes ou Ouais. Il y a eu quelques moments effectivement que je cognais des clous. Dont un des moments, c'est ça qui avait causé une des chutes que j'avais eues en sortant de Banff. Puis aussi d'autres moments où j'étais même pas sur le vélo, donc j'étais debout sur le vélo déclippé, je roulais pas. Je savais que je cognais des clous, donc je me suis arrêté pour faire une petite pause sur mon vélo. Puis finalement, j'étais debout, j'ai fermé les yeux. 5 secondes plus tard, je suis tombé sur le côté dans la ditch. Tellement que j'étais comme en manque de sommeil. Je me suis endormi en moins de 5 secondes debout sur mon vélo. Wow. Est-ce que tu peux revenir sur cette chute à Banff? Donc, t'as eu mal aux côtes. C'est comme une frayeur parce que t'as eu l'impression d'avoir des côtes cassées. Ouais.
Donc ça s'est produit justement quand j'ai quitté les Rocheuses, quand j'avais traversé Banff. Alors je descendais vers Canmore. C'est une petite piste cyclable qui descend vers Canmore, un petit downhill qui se fait vraiment bien avec une magnifique vue. Il était rendu 6 heures du matin. Puis là, mon objectif c'était de me rendre à Calgary cette journée-là. Donc c'est là que j'étais quand même dans un high, que j'avais fini les Rocheuses, j'avais fini les côtes, je me rendais dans le plat. Ma grosse force, c'est rouler dans du plat en aéro. Donc, j'étais très content, très heureux. J'étais pas fatigué mentalement, j'avais pas sommeil, mais finalement, j'ai fermé les yeux peut-être 2 secondes maximum juste pour me reposer un petit peu. Et c'est là que mon vélo a dévié en dehors de la piste cyclable. Donc, j'ai dévié sur le gazon. Un vélo chargé de cette nature-là, en fait, j'avais 40-50 livres de plus sur moi. Alors, je me sentais quasiment comme un camion. Alors, à dévier sur le gazon, c'est là que j'ai perdu l'équilibre. J'ai pas pu me contrôler mon truck, disons. Et je suis tombé sur le côté par la suite. Donc, cette chute-là, j'avais cru casser mes côtes parce que j'avais exactement le même feeling puis la même douleur quand je m'étais fracturé les côtes il y avait 2 ans auparavant. Donc, au début, j'étais pas sûr si c'était mes côtes ou c'était autre chose parce que j'avais tellement mal du côté gauche. J'étais tombé directement sur mon épaule. Alors, j'avais peur que ce soit ma clavicule. Si ça avait été ma clavicule, ben, ça aurait été la fin de la course pendant au moins quelques semaines à ce moment-là. Pour les côtes, ça, j'étais moins inquiet parce que quand je m'étais fracturé les côtes il y a 2 ans, oui, ça faisait mal, mais on peut rien faire pour les côtes à part prendre des antidouleurs et se reposer. Puis même que quand je m'étais fracturé les côtes auparavant, ben j'avais fait un demi-marathon une semaine après, donc je me suis dit que les côtes, oui, c'est pas idéal de faire de l'effort physique, mais c'est encore faisable de rouler. Donc c'est là que je me suis arrêté un petit peu pour voir est-ce que c'est ma clavicule, c'est mes côtes, mais j'arrivais encore à bouger, j'arrivais encore à me déplacer, mais j'avais hyper mal. Alors c'est là que j'avais décidé, ok, c'est sûrement des côtes fracturées au filet ou autre chose. Fait que là, c'était quoi que j'allais faire? Ben, tu sais, ça sert à rien que je me fasse un X-ray. Si je me faisais un X-ray, on allait juste me confirmer que oui, t'as des côtes fracturées, on va donner des médicaments plus forts pour la douleur, mais ça n'allait absolument rien changer. J'allais perdre du temps pour le X-ray, pour la paperasse aussi, à faire des rendez-vous médicaux en dehors du Québec. Donc, j'ai décidé de que prendre des Advil, des Tylenol, puis aussi des relaxants musculaires. Je les prenais aux 6 heures, donc vraiment, c'était pas la meilleure chose à faire, là, mais je les prenais vraiment aux 6 heures, donc ce qui était permis selon les doses prescrites. Puis c'est ça en fait qui m'a permis de continuer, donc juste de tolérer la douleur. Et elle t'a accompagné pendant combien de temps, cette douleur, hein? Ah, très longtemps. Après une semaine, j'avais déjà moins mal, mais je la sentais encore. Donc, ce qui était le plus compliqué, c'est que là, je pouvais plus dormir sur mon dos. Il fallait que je dors sur le côté. Puis c'était pas idéal non plus à dormir sur un côté, dehors en camping, sur un tapis de sol. Donc ça venait de compliquer justement aussi mon sommeil en camping. Mais cette douleur-là, je pense que je l'ai eue au moins pendant 4 semaines, donc jusqu'au Québec. J'avais encore mal. Puis même en ce moment, j'ai un petit peu mal. Je sens que ça force, mais là, c'est rendu à une douleur de 0.5 sur 10. Mais elle était quasiment à 8 sur 10 pendant pas mal 2-3 semaines. J'avais vraiment mal aux côtes, surtout quand je me débarquais de mon vélo. Normalement, quand je débarque, ben, je débarque du côté droit. Donc, je lève ma jambe, je débarque. Mais là, il fallait que je débarque de l'autre côté parce qu'en levant ma jambe, ben, ça forçait mes côtes, ça contractait mes abdos. Ouais. Et donc, t'as composé avec et au final, à un moment, est-ce que la douleur est partie ou est-ce que tu t'es traîné cette douleur pendant tout le reste de la course? Non, c'était parti. Donc, moi, je la considère quand même partie une fois que j'ai pu me lever en utilisant mes abdos. Donc, quand je me lève le matin avec que mes abdos et non avec mes mains. Parce que pendant très longtemps, il fallait que je roule sur le côté pour ensuite prendre mes bras pour me pousser pour me lever. Mais c'était au Québec, je pense que j'ai commencé à pouvoir juste prendre mes abdos puis pouvoir tolérer la douleur sans même prendre de médicaments. Donc là, j'ai arrêté de prendre aussi mes antidouleurs puis mes muscle relaxants au Québec. Mais c'est au moins quasiment 3 semaines là, que j'ai dû tolérer ça. Puis je me suis dit, ben, si j'ai déjà fait un demi-marathon avec des côtes fracturées, faire du vélo, il y a moins d'impact. Je reste plus stable aussi, donc je me suis dit que c'était faisable. Donc là, t'as passé Banff après les côtes cassées. Donc t'as continué, t'as traversé toutes les prairies. Je me souviens là toute cette période, c'est un no man's land genre prairie. C'était assez plate, mais
En gros, on a l'impression que c'est plat, mais en fait, il y a quand même un genre faux plat montant. Ouais. Donc, t'as traversé tout ça, et puis après, t'es arrivé à Toronto, c'est ça? Ouais, il y avait les prairies, que normalement, tu sais, tout le monde me disait, ah, tu vas avoir un vent d'eau dans les prairies, ça va comme flyer, tu vas aller vraiment vite, puis, tu sais, moi, j'aime ça le plat, j'aime ça le vent d'eau, j'aime ça aller vraiment vite, puis être très aéro pour, aller encore plus vite. Mais finalement, j'avais un méchant vent de face tout le long. Je pense que le vent d'eau, je l'ai seulement eu pendant 4 ou 5 heures en sortant de Calgary, puis après ça, c'était un vent de face interminable, jusqu'en Ontario, qui m'a jamais lâché. Puis aussi souvent des grosses averses, la grosse pluie. Donc c'était un cocktail de météo défavorable tout le long, qui est vraiment atypique de ce que les gens ont normalement dans les prairies. Puis effectivement, après ça, on arrive en Ontario, mais l'Ontario, c'est long. Là. C'est pour ça que les gens appellent ça l'Ontario. Ouais. C'est très long de traverser l'Ontario. C'est la province la plus, je crois que c'est la province la plus large, si je me trompe pas. Puis toute la portion Northern Ontario, c'est là que c'est un petit peu plus difficile aussi parce qu'il y a beaucoup moins d'accotements. Donc, tout le Canada, on a quand même un bel accotement sur la transcanadienne ou sinon sur d'autres routes en dehors de la transcanadienne qui relie. Mais en Ontario, dès qu'on passe Thunder Bay, il y a quand même un accotement qui diminue, qui devient quasiment inexistant. Donc, beaucoup de gens qui font la Trans-Canada en mode touring, vont dire que la portion entre Sault-Saint-Marie jusqu'à Sudbury, c'est une portion un petit peu plus dangereuse parce qu'il y a beaucoup de trafic véhicules, beaucoup de camions, puis l'accotement n'existe pas. Puis c'est vrai. D'ailleurs, je l'avais roulé de jour pendant quelques minutes, puis effectivement, c'était très passant. Mais j'avais aussi pris des routes, en fait, la course nous a fait pris des routes de gravel sur le côté qui a quand même dévié du trafic véhicule, donc ça c'était bien. Puis je me suis retrouvé après ça, sur la Transcanadienne, sur la Highway 17 encore, de nuit. Donc de nuit, c'est ça l'avantage, mais il n'y avait plus un char. Donc au lieu d'avoir un véhicule qui me dépassait à toutes les 10 secondes, j'en avais une aux 30 minutes, donc c'était beaucoup plus gérable. Donc là, il y a eu un milestone assez important, c'est que donc t'es passé au fuseau horaire de l'Est, c'était un moment vraiment rempli d'émotions, je me rappelle. Ouais, tout à fait. Tu peux nous raconter? Ouais, donc le fuseau horaire de l'Est, je me rappelle bien, c'était rendu au kilomètre quasiment 6000 cucs, un petit peu avant Thunder Bay. C'est là que tout d'un coup, je passe au fuseau horaire de l'Est, puis il y a un gros panneau qui indique qu'on traverse dans le fuseau horaire de l'Est. Puis je pense qu'à travers tout le Canada, c'est vraiment la seule place où qu'il indique spécifiquement qu'on traverse un fuseau horaire. Ça faisait quand même quasiment un mois que je roulais. J'avais passé à travers tellement de mauvaises météos, de mauvaises températures, des moments difficiles avec mes côtes que j'ai cru être fracturé. Puis là, d'être de retour vraiment sur le même fuseau horaire que mes amis, que ma famille, que la maison. Pour moi, mentalement, ça m'a fait... en tout cas, j'étais vraiment émotionnel rendu là. Je me suis rendu compte qu'on est sur la même heure. C'est là que j'avais texté dans le groupe, justement. Il était quelle heure à Montréal? Puis c'est là qu'on m'a répondu qu'il était telle heure. Puis pour moi, c'était la même heure. Bon, ça a comme déclenché des sentiments. Puis j'étais genre, OK, je suis quasiment à la maison. J'ai réussi. J'ai pédalé pendant quasiment un mois, 6000 kilomètres. Je suis de retour à la maison. Je vais être de retour à Montréal dans pas très longtemps. Donc, c'était vraiment la connexion, d'être proche de mes amis. J'étais encore loin physiquement, mais j'étais proche sur le même temps. Fait que, voilà. Puis tu passes aussi quasiment en même temps la mi-course, finalement. Ouais, je crois. Je me rappelle plus des distances, mais effectivement, c'était proche de la mi-course parce qu'à Montréal, on est quasiment rendu au 8 millième kilomètre à Montréal. Puis, Thunder Bay, c'est au début de l'Ontario, donc il me restait quand même 1500 pour me rendre à Toronto. Puis après ça, Toronto-Montréal, c'est un autre 500 km plus ou moins. Donc, ouais, c'était quasiment la mi-course à ce moment-là. Toute cette partie-là, Ontario, Québec, Montréal, ça a été une partie qui était le fun parce que il y a des gens qui sont venus te voir sur le parcours, qui te suivaient vraiment tous les jours, qui sont venus faire des bouts de chemin avec toi. C'était sympa, ça. Ouais, tout à fait. Une fois de retour au Québec, j'ai eu quand même beaucoup de gens qui sont sortis me voir. Ça, c'était vraiment le fun. C'est sûr que moi, je prévoyais tout le temps être là durant le jour dans les grandes villes, mais finalement, je suis tout le temps arrivé dans les grandes villes en pleine nuit. Mais malgré que je suis arrivé en pleine nuit à Montréal, il y avait quand même beaucoup de gens qui sont venus me voir. Ça, c'était vraiment, vraiment agréable, vraiment le fun de voir. Puis c'était très encourageant de rencontrer les gens à travers le Québec comme ça. Donc oui, ça m'a beaucoup encouragé, puis ça m'a beaucoup aidé.
C'est sûr que oui, parfois ça me ralentit un petit peu, mais pour moi, c'est un boost mental quand même d'avoir roulé avec des gens puis de rencontrer des gens à travers l'aventure. Pour faire un petit point sur l'équipement, ça me fait penser, tu sais, quand tu parlais justement que pour le tracé en fait de la course, au lieu de te faire passer sur des routes très passantes en fait en Ontario, ils vous faisaient emprunter justement plutôt un petit chemin de gravel qui longeait cette route-là. Ton équipement de vélo, il était comment? C'était plutôt un vélo justement équipé route ou un vélo gravel? Et puis, est-ce qu'il y a un équipement obligatoire entre guillemets, ou en tout cas, c'était quoi ton équipement vraiment obligatoire de survie pour tous les jours? Ouais, j'étais sur un vélo de route, donc j'étais sur un vélo de route de chez Argon 18, le nouveau Sam Pro qui devrait être disponible dans les boutiques cet automne, je crois. Avec des pneus à 30 mm, donc des Grands Prix 5000 STR en tubeless. C'est sûr que la course, sur les FAQ de la course, on propose un vélo de route avec des 25 mm minimum pour pouvoir le faire. Fait que moi, je m'attendais quand même à avoir de l'asphalte la plupart du temps, avec des petits stretches de gravel qui passaient quand même en vélo de route. C'est sûr que étant le premier à traverser le parcours, il y avait quand même beaucoup de changements à faire sur le tracé. Donc, il y avait beaucoup de chemins. C'était des chemins de mountain bike que c'était pas très faisable en vélo de route. En fait, pas du tout faisable. C'est juste que je me forçais quand même à le faire. Il y avait un chemin justement au BC. C'était une des premières grosses montées. Donc, c'était une montée de 5 km dans le coin de l'Illowit avec une moyenne de 15% de gradient. La montée était longue, puis après ça, la descente, c'était sur des single track, mais c'était tellement une belle descente que, tu sais, moi, j'ai dit au directeur de course, OK, même si c'est une descente en single track de mountain bike, ça a tellement valu la peine parce que la vue était magnifique, juste l'ambiance aussi, j'étais avec des vaches, des bœufs, avec aussi les glaciers en arrière-plan, avec aucun signe de civilisation, c'était magnifique. Mais en même temps, il y avait d'autres chemins. C'était des chemins de gravel, de VTT qui passaient pas du tout, avec une route qui était juste à côté. Donc, c'est là que j'ai quand même contacté aussi le directeur de course pour lui dire, il y a un chemin de VTT, ça passe pas. Je suis sur un vélo de route avec des 30 mm. Je suis quand même des gros pneus. Mais moi, je trouve ça très sketch puis très dangereux. Donc, finalement, j'ai emprunté la route qui était à côté parce que c'était plus sécuritaire pour moi dans mon cas. Et en parlant d'équipement, là, ton vélo, là, avec tout l'équipement obligatoire, il pesait combien? Quand j'étais parti de Montréal, il pesait environ, je me rappelle bien, 50 livres, 55 livres, incluant tout l'équipement, la bouffe, l'eau et tout ça. C'est sûr qu'au fil de la course, j'ai quand même racheté des affaires, donc je me suis acheté 2 sacs de plus que j'avais sur ma taille pour pouvoir traîner plus de stock. Donc, je me suis pas repaisé après la course, mais au début de la course, ouais, environ 50 à 55 kilos. Donc, environ 40 livres. Non, excusez-moi, j'ai dit 100 kilos, mais c'est en livres. 50 à 55 livres. Ça fait avec 20 kilos, environ 40 livres d'équipement. 40-50 livres d'équipement, ouais. C'était assez pour les bagages chez Air Canada, parce que c'est ça que je me suis dit, il faut que mon vélo pèse pas plus que la limite permise pour un bagage oversized. Fait que c'était sous la limite permise. D'accord. Et au final, là, pour la nutrition, donc t'achetais vraiment tout on the go quand tu t'arrêtais à des dépanneurs, vraiment sur le chemin pour être le plus light possible, au final. C'est ça. Donc, j'avais un sac de nutrition sur mon vélo qui peut comporter quand même assez de bouffe selon ce que je prends pour 200-300 kilos. Mais sinon, je prenais tout dans les dépanneurs. Donc, je m'arrêtais, je faisais mon restock. Quand j'étais repassé à Montréal aussi, j'avais fait un restock de Barnac. Effectivement, c'était les barres caféinées ultra, c'était quand même un essentiel pour certaines des spots. Mais oui, je faisais tout mon refill vraiment sur le feeling. Donc, ma nutrition a quand même beaucoup changé à travers la course. Comme c'est une course au feeling, donc comme je gère mon sommeil au feeling, comme je gère mes distances au feeling, puis aussi la nutrition, c'est tout le temps au feeling. L'important pour tout ce qui est ultra, je trouve, sur une ultra de 24 heures, 48 heures et plus, c'est de pouvoir manger ce qu'on puisse tolérer. De juste continuer à manger ce qu'on tolère. Parce que si je continue à me forcer à manger des affaires qui marchaient il y a un mois, puis finalement ça marche plus en ce moment, je vais avoir des indigestions puis pas pouvoir continuer la course. Mais tu sais, quand tu mentionnais là que justement tu passais dans les dépanneurs, tu trouvais essentiellement que des barres chocolatées, des sacs de chips et tout ça, j'imagine que t'as
pas nécessairement, tu t'es pas nécessairement préparé à ça dans ton entraînement parce que en règle générale, quand on se prépare, on essaye de bien s'alimenter. Comment tu as vécu justement cette entre guillemets mauvaise alimentation, tu sais, d'un point de vue nutritionnel, d'un point de vue ingrédients, tu vois, sur les typologies de produits de nutrition que tu devais manger? Et comment t'es passé à travers tout ça? Tu sais, est-ce que tu as trouvé ça vraiment difficile ou au final tu t'es aussi adapté à cette partie-là? Est-ce que tu peux me raconter cette partie? Tout ce qui était, en fait, les portions plus limitantes pour la bouffe, comme les barres de chocolat et les chips, c'était plus au Yukon uniquement. Donc, quand j'avais quitté les Yukon, quand j'avais retrouvé les dépanneurs un petit peu plus standards, donc les 7-Eleven, etc., là, j'avais un plus gros choix de bouffe, mais effectivement, c'était plus, tu sais, l'adaptation. Donc, je me suis adapté au début. Ben, tu sais, si je peux juste me manger des barres Mars avec des sacs de Lay's pendant 300 kilos, ben, ça allait être ça. Puis finalement, pour faire ça une journée, c'était correct. 2 jours, mon corps s'adapte. 3 jours, on est rendu habitué. Mais c'est sûr que là, dès que j'ai retrouvé les dépanneurs un petit peu plus stockés, donc les 7-Eleven, je pense que le premier que j'avais croisé, c'était sur la Highway 16, donc au nord du BC, proche de Prince-Georges. C'est quasiment un buffet de luxe. J'avais un petit peu de tout, des chaussons aux pommes, la pizza, vraiment de tout. Est-ce que tu avais un objectif de calories à ingérer par jour ou est-ce que tu faisais tout au feeling? Et aussi, comment se passait ton hydratation? Non, c'était au feeling. Donc, tu sais, j'ai vraiment mis les chiffres en dehors de la fenêtre parce que s'il y a tellement de variables. Puis là, si je commençais à gérer, ben, je fais combien de distance, je fais combien de plus, je mange combien de calories, ça venait quand même beaucoup de calculs pour rien. Donc, j'y allais beaucoup par feeling. Donc, j'y mangeais à ma faim. Je continuais aussi à snacker continuellement. Alors, j'avais tout le temps des créatines. Tu sais, mon choix de bouffe, ce que j'allais avoir sur le vélo, j'avais tout le temps un sac de jujube, donc quelque chose de sucré, avec un sac de plus salé. Donc, par exemple, c'était des bouts de bagel cuites au four dans un autre sac. Tout le temps 2 variétés, alors sucré-salé. Puis après ça aussi, tout le temps aussi une boisson caféinée, donc parfois c'était des gourous quand j'en trouvais. D'autres fois, c'était d'autres trucs de Starbucks. Donc, tout le temps une boisson énergétique avec beaucoup de sucre. Du lait au chocolat, que je prenais souvent aussi. Donc, je me gardais tout le temps ça sur moi en backup. Le gourou et le Red Bull, c'était un backup pour moi. Si jamais j'avais comme un gros down, mais au moins je le prenais puis ça me reboostait temporairement jusqu'à temps que je me trouvais un autre dépanneur pour faire un plein. Tu mentionnais ces passages sur gravel là, donc on va revenir un peu sur le fil de la course. Donc tu traverses l'Ontario, tu traverses le Québec, donc ensuite tu fais la Gaspésie et tu arrives donc dans les Maritimes. Et donc là, à un moment, tu es sur une route de gravel et donc tu as un bris mécanique qui t'immobilise donc 9 à 10 jours là à Chetty Camp. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Ouais. Effectivement, durant la course, tu sais, j'ai passé à travers beaucoup de chemins de gravel, qui étaient des chemins de grosse gravel, donc pas la poussière de terre, donc vraiment des gros morceaux de roches de VTT, de mountain bike, mais aussi plusieurs chutes dans la course. Donc ma première chute à Banff, ensuite ma chute quand j'étais juste immobile sur le vélo, tombé sur le côté. Après ça, ben j'ai aussi eu un moment où il y avait un bout de bois qui s'est infiltré dans mes rayons, qui a juste snappé contre mon site arrière de mon vélo. Puis finalement, ben le dernier moment, quand mon vélo avait lâché, c'était quand je descendais une côte C'était une côte qui était pavée au début. On était encore au début de la matinée, donc on était rendu, je pense, à 4 heures du matin, donc je voyais pas très clair, malgré qu'il y avait un petit peu de lumière dans le ciel. Puis là, tout d'un coup, la section pavée devient une section en gravel. Mais c'est pas la gravel, c'est comme un chemin de terre en washboard. Donc, il y avait des bosses à tous les 20 cm quasiment. J'ai tellement shaké dans ce chemin-là. Donc, je descendais à 60 km/h la côte qui venait de switcher de pavé à gravel, chemin de terre. J'ai tellement shaké dans le petit 100 mètres que j'ai fait sur cette section-là que ma vision était rendue floue. Je voyais plus rien. Puis j'avais les mains aussi qui tremblaient tellement que le vélo il shakeait. Puis c'est là que quand j'ai pu m'arrêter en freinant, je me suis rendu compte qu'il y avait un frottement
que moi, je croyais que c'était un frottement de frein parce que c'était le même bruit qu'un frottement de frein. Fait que j'ai continué à rouler sur ça. Je me suis dit, OK, ben mon frein, il rub maintenant. Peut-être c'est parce que j'ai trop freiné durant la section. Fait que là, les pistons sont comme peut-être coincés. Alors, j'ai pas pensé que c'était mon cadre qui avait quand même commencé à lâcher. Puis cette journée-là, ça a commencé à faire de plus en plus de bruit. J'ai continué à rouler après ça un 150 km passé cette section-là où que le vélo avait vraiment lâché. Puis ça commençait à faire de plus en plus de bruit. Au point que je pensais que là, OK, c'est peut-être pas mon frein, c'est peut-être mon dynamo, que les aimants ont commencé à juste agir, puis finalement les aimants, ça rajoute la résistance. Parce que là, j'avais un gros vent d'eau, j'étais sur du plat, puis j'arrivais pas à pousser plus que 30 km/h. Donc, tu sais, je me dis, ben, c'est pas normal. Est-ce que c'est moi qui est fatigué ou est-ce que c'est quoi qui se passe? Est-ce que c'est mon frein qui agit? Tu sais, vraiment, là, je poussais du 300 watts et plus, 400 watts et plus, puis j'avançais encore à 30 km/h. Je suis genre, mais qu'est-ce qui se passe en ce moment? Là, je suis sur du plat. Tu sais, je vois que les arbres bougent, mais j'ai comme l'impression qu'il y a quoi qui marche pas. Finalement, plus tard cette journée-là, donc là, j'étais rendu à 150 kilos à avoir roulé sur mon cadre qui était facturé. C'est là que je commençais à rentrer dans le parc de Cap-Breton. Puis quand tu rentres dans le parc, il y a quand même 2 grosses montagnes qu'il faut que tu traverses pour te rendre après ça au prochain village. Donc French Mountain avec, je pense, North Mountain. Puis French Mountain, c'est une montagne de quasiment 5 km de long là, à grimper, avec une moyenne, je pense, de 7-8%, avec des fois des pitches à 15-14%. C'est là que quand je montais les côtes, ça frottait encore plus. C'est là que je me dis, ben, c'est quoi qui se passe en ce moment? Fait que là, j'ai débarqué de mon vélo. Il y avait une aire de Parc Canada où que j'ai pu avoir un petit peu de lumière parce on était rendu aussi en pleine nuit, il était rendu quasiment minuit, 1h du matin. Puis c'est là qu'en débarquant de mon vélo, j'avais remarqué que mon cadre arrière, dans le seat stay, il y avait une partie que mon pneu avait mangé. Fait que là, je me suis dit, ah merde, c'est pas mon frein, c'est pas mon dynamo, c'était mon pneu qui frottait depuis le début contre mon cadre. Alors, je commençais à perdre mon cadre, puis en même temps aussi, ben, le cadre mangeait dans mon pneu, donc je perdais mon pneu aussi en même temps. Puis c'est là que je me suis rendu compte que tout ça, en fait, c'était causé par le fait qu'il y avait un gros crack sur le seat stay. Donc, le seat stay avait complètement lâché, puis la situation s'est empirée depuis que j'avais continué à rouler ce matin-là. Fait qu'effectivement, là, j'ai essayé de le réparer. J'ai sorti tous les outils que j'avais. J'avais beaucoup de tie wrap, du duct tape, du Gorilla Tape, du Gorilla Glue. J'ai tout sorti ça. Il était rendu 1h du matin, 2h du matin. J'ai fait ce que j'ai pu pour faire une fixe à la MacGyver avec des straps de ski, des tire levers. Donc, j'ai vraiment sandwiché. J'ai fait tout ce que j'ai pu. Avec du ruban adhésif? Ouais, vraiment de tout. Duct tape, ski strap pour le renforcer. Ça a quand même fonctionné pendant un bon 15 minutes. Mais vu que je suis dans une section qui montait une côte quand même assez à pic, le surplus de stress et de poids sur l'arrière du vélo, c'est le fait que c'était pas suffisant pour monter la côte. Donc, j'ai continué à monter la côte à pied. J'ai fini la moitié de la montagne à pied. Puis là, il était rendu 5-6 heures du matin. J'étais tellement infusé parce que je m'étais aussi arrêté pendant 3 heures pour faire cette réparation-là. Puis le fait de m'être arrêté, ben ça a comme tué un petit peu mon vibe, mon momentum de distance. Moi, j'étais prêt à finir la course. J'étais rendu quasiment à la fin. J'allais attraper mon traversier le matin. Après ça, il allait me rester un 900 km pour me rendre à St. John's pour finir. Donc, j'étais vraiment sur le dernier stretch de la course. Moi, je voyais la ligne d'arrivée, je voyais pas m'arrêter pendant 10 jours de plus. Moi, j'étais comme en mode finish line, donc je faisais des grosses journées. Là, j'étais sur un gros momentum pour me rendre à North Sydney pour le traversier. Puis finalement, tout d'un coup, je m'arrête brusque comme ça. Fait que je monte à pied vers... dès que je vois que mon vélo, je peux plus rouler dessus, je monte à pied vers le prochain... la prochaine place où que j'aurais pu me camper. Parce que là, j'étais sur une montée de la montagne, sur une autoroute, donc il n'y avait pas trop d'accotement. C'était pas le meilleur endroit pour s'arrêter, mais on était en pleine nuit, donc il n'y avait pas de voiture qui passait. Mais je m'étais dit que si j'étais encore là durant le jour avec les voitures, donc c'était pas du tout le bon spot pour camper sur un accotement d'autoroute qui montait une montagne dans un parc national. Fait que finalement, je suis monté au prochain truc que j'ai trouvé, c'était dans un parking. J'étais arrivé là vers 6 heures du matin, il y avait personne du tout. Sorti mon bivouac, j'ai campé là, je me suis réveillé 2 heures plus tard, puis là, j'étais entouré de gens
qui se rendait à la trail. Donc, c'était apparemment une très grosse trail populaire à Cap-Breton, la Skyline Trail. Fait que j'étais campé au milieu du parking là, fait que les gens me regardaient, tu sais, j'avais l'air quand même d'un homeless qui était pas vraiment à la bonne place. Je campais dans un spot où que j'étais pas supposé camper. C'est là aussi que quand je me suis réveillé, j'ai trouvé il y avait quelqu'un qui m'avait laissé une bouteille de Gatorade avec une note. Donc c'était des gens qui suivaient la course, qui suivaient mon tracker, qui savaient que j'étais là, qui allaient aussi faire la trail, fait qu'ils m'ont laissé une note, tu sais, c'était écrit lâche pas Henri, t'as presque fini, quelque chose dans ce genre-là. Ça m'a quand même donné incroyable. Ouais, ça m'a donné un petit boost mental, tu sais, j'étais quand même heureux de retrouver ça. Puis finalement, j'avais tellement dormi que quand que je me suis réveillé, eux ils avaient fini la trail, fait qu'on avait quand même un petit peu jasé, puis je leur ai dit que j'étais pogné là, mon vélo il a comme lâché. Mais à ce moment-là, j'étais encore optimiste de pouvoir le réparer, donc on a essayé de le réparer. J'ai renforcé encore mon système avec des tiges en métal, avec plus de tape, avec la grosse colle. Puis là, j'avais le choix. J'étais au-dessus de la montagne, c'était soit que je descendais au prochain village qui était à Pleasant Bay, puis j'espérais qu'il allait avoir de quoi pour que je puisse réparer le vélo, ou sinon que je retournais sur mes pas vers le village précédent qui était à Shirley Camp. Puis là, j'allais avoir un home hardware assurément pour pouvoir acheter des trucs pour faire une réparation de carbone sur mesure d'urgence sur mon vélo. Finalement, pour revenir à Shirley Camp, il fallait aussi que je monte des côtes. Fait que j'ai dit que logiquement, c'était plus facile d'aller tout droit, donc de continuer vers Pleasant Bay, parce que vers Pleasant Bay, je faisais que descendre la côte. Je pouvais pédaler sur du plat, puis après ça, je faisais juste coaster pour descendre, c'était facile. Mais c'est sûr que là, pour descendre, c'était quand même des grosses côtes à descendre. Des fois, ça descendait des pitches de 18%. Fait que là, je me suis dit, si mon vélo il lâche à ce moment-là, j'allais peut-être pogner un accident. Fait qu'il fallait vraiment que je fasse attention. J'étais un petit peu parano que mon vélo il me lâche encore plus qu'il avait déjà lâché. Malgré la réparation, la deuxième réparation qu'on avait faite dans le parking, ça frottait encore. Finalement, en descendant à Pleasant Bay, contre toute attente, c'était un petit village de pêcheurs avec vraiment rien du tout. Même pas de réseau cellulaire, absolument rien. Il y avait un dépanneur, mais à part ça, j'étais dans le pire spot pour avoir un vélo cassé. Mais au moins, j'ai trouvé du Wi-Fi. Donc, il y avait un resto avec du Wi-Fi que j'ai pu bomber. J'étais resté là longtemps. Là. Je me suis commandé un fish and chips, après ça une poutine. En tout cas, je suis resté là un peu de temps. Puis je pense que c'était un de mes... prendre des forces. Puis aussi mes premiers vrais repas, je pense, parmi les quelques vrais repas que j'ai eus durant la course, là, pas juste des sacs de chips et des barres de chocolat. Tu leur as fait faire leur chiffre d'affaires de la journée. Quoi. Quasiment, ouais. Fait que c'est là que j'ai dû appeler mes partenaires pour voir qu'ils m'ont fait quoi. Est-ce que je continue plus loin? Si je continue plus loin, j'ai une deuxième montagne, North Mountain, à monter. Si je reviens sur mes pas, il faudrait que je refasse cette distance-là éventuellement plus tard aussi. Finalement, on a appelé un taxi. Puis j'ai pris un taxi pour revenir vers Chéticamp parce que mon vélo il marchait plus du tout. C'est là qu'à Chéticamp, j'ai pu analyser la situation encore plus, mais là, j'ai vu que le crack était vraiment comme pire. Là. Mais au moins à Chéticamp, j'avais quand même de l'espoir. Parce que là, à Cap-Breton, tout le monde à Cap-Breton, c'est des experts de la pêche, des experts en bateau. Fait qu'il y avait beaucoup de boat builders. Fait que je me dis, c'est le spot de gens qui font des bateaux. Fait que je pourrais peut-être faire une réparation de fibres de verre. Ce que j'avais fait. Fait que le jour suivant, j'étais avec le propriétaire de l'auberge que j'étais racheté. J'étais racheté dans l'auberge Accolade à Chéticamp. Puis il m'avait amené vers des boat builders. Fait que boat builders Shirley Camp. Puis c'est là que j'ai essayé de faire une réparation de fibre de verre dans mon système arrière, donc pour réparer la craque puis juste renforcer le tout. À ce moment-là, moi j'avais quand même beaucoup d'espoir que ça allait fonctionner. Là, ça faisait un jour seulement que j'étais arrêté. Puis la réparation, ça l'avait pris 3 heures seulement. Donc, j'étais parti faire un petit peu d'exploration. J'ai visité un petit peu Chéticamp. Puis là, je suis revenu vers la marina pour voir la réparation. Puis la réparation avait l'air magnifique. Là. Il avait peinturé, il avait renforcé. Il avait même aussi mis des tiges de plus pour mettre plus de support vers le spot où ça allait fracturer. Mais là, il fallait que je passe le test. Fait qu'il fallait que j'essaie de voir, est-ce que le vélo
une fois que je suis dessus avec mes sacs, puis mon poids, est-ce qu'il va quand même tenir mon poids? Est-ce qu'il va flexer? Est-ce que ma roue va continuer à flexer vers le cadre pour le manger? Donc, je suis rentré à l'auberge où j'étais resté. C'est là que je me suis mis sous le vélo pour le tester. Puis malheureusement, la roue continue encore à rentrer vers le cadre. Fait que c'est ça, à frotter. Fait que je me suis rendu compte que la réparation était parfaite. C'était stiff, c'était dur, c'était bien fait, mais il y avait sûrement d'autres cracks, d'autres fissures cachées dans le cadre que j'ai peut-être qui étaient développées quand que j'ai roulé pendant qu'il y avait une craque déjà à la base. C'est là que je me suis dit que le vélo, dans l'état actuel, il y a plusieurs cracks, la roue continue à frotter. Ce que je pourrais faire, c'est que je pourrais peut-être sabler la partie où ça frotte pour donner un petit peu plus de clearance. Fait que j'ai essayé de faire ça. Mais aussi, à y repenser, à avoir sablé comme ça, ça fait pas ça change pas le fait qu'il y a des cracks quelque part d'autre. Donc, le cadre est quand même compromis. Je peux peut-être avoir un fixe temporaire, mais après ça, s'il y a d'autres fissures, les autres fissures vont se manifester éventuellement. Est-ce qu'ils vont se manifester avant que la course se termine? Donc, c'est là que j'ai décidé que c'était pas du tout sécuritaire de rouler sur le cadre dans l'état actuel, surtout que j'allais passer à travers plusieurs montagnes à Cap-Breton et aussi plusieurs sections sans réseau. Alors, je me suis dit que c'était pas la meilleure idée de prendre la chance à travers les sections sans réseau. Et là, pendant toute cette partie, tu continuais à être en recherche de solutions, à essayer de trouver une manière de refaire fonctionner le vélo pour pouvoir continuer d'être dans la course. Est-ce que t'as eu des moments où tu t'es dit, écoute, là, c'est bon, j'ai tout essayé, je vais abandonner. Ça a été quoi tout le feeling et ces montagnes russes en fait émotionnelles que t'as dû vivre à ce moment-là? Ouais, à ce moment-là, effectivement, j'étais vraiment découragé. Donc, c'est la première fois durant toute la course que j'avais été extrêmement découragé sans vraiment avoir de solution en tête. Parce que normalement, oui, j'ai plusieurs downs, mais je me dis que ça va passer, puis il y a plein de solutions à tout. Mais à ce moment-là, puis j'avais fait une post aussi sur Instagram au même moment, que j'étais hyper découragé, que je savais pas trop quoi faire pour pouvoir continuer, que le vélo avait cassé. J'avais fait des réparations, j'avais continué à trouver des solutions. Mais là, j'étais rendu dans un point que il me faut un nouveau vélo. Fait que ma dernière solution, MacGyver, disons, c'était de mettre un washer de plus entre la roue et le cadre pour donner un petit peu plus de flex pour que ça puisse ouvrir si c'était plus large, le triangle arrière. Mais aussi, à faire ça, je viens de faire un changement au vélo qui met beaucoup de stress arrière, qui est pas conçu pour le faire. Donc, je venais encore de rajouter une autre faiblesse qui pouvait casser en tout temps, avec déjà le cadre qui était fracturé à plusieurs places. Donc, j'étais plus à l'aise de rouler dans l'état actuel. Donc, vraiment, la solution, passer ça, c'était, il me fallait un nouveau cadre, il me fallait un nouveau vélo. Fait que là, j'étais rendu au point que je me cherchais un vélo de remplacement. Et donc, Argon 18, t'as renvoyé un nouveau vélo. Ouais. 10 jours après ton arrêt à Shetty Camp. Ouais. Et t'as pu repartir. Ouais, en fait, ils l'ont shippé express, alors j'étais supposé le recevoir assez rapidement quand même. Là, on était rendu mardi, puis le vélo est parti de Montréal mardi après mon arrêt, donc ça, c'était 2 jours après que j'étais arrêté. Normalement, c'était shippé par Canpar Express, donc eux, leur estimé, c'était maximum 48 heures. Puis effectivement, c'était arrivé dans les Maritimes en 24 heures, donc un jour après, c'était arrivé à Halifax, à Dartmouth. Mais là, passer Dartmouth pour se rendre où j'étais à Chetika, il fallait que ça passe par des services de courrier local. Alors, c'est ça qui était vraiment long. Ça avait été transféré là. Puis, passer Canpar, j'ai plus de tracking. Alors, là, c'était vraiment tous les matins, je me levais, je sortais de ma chaise de camping, je me mettais devant la grange, puis j'attendais. Je regardais le gazon pousser. J'espérais qu'un camion qui allait passer, ça allait être mon camion de livraison. Puis le rendu vendredi, j'espérais vraiment qu'il allait être là parce que vendredi, ça faisait quand même 2 jours qu'il était rendu dans les Maritimes. Mais finalement, vendredi soir, il y avait toujours rien. Fait que c'est là que je me suis dit, OK, je suis pogné toute la fin de semaine, minimum jusqu'à lundi à Chetika. Fait que c'est là que j'ai commencé aussi à revoir mes plans. En même temps, j'étais en train de buster mon congé parce que là, je dépassais déjà une semaine de plus avec le bris mon congé. Là, j'allais dépasser une deuxième semaine de mon retour prévu au travail. Mais au moins, mon emploi est quand même très très accommodant, donc comprenable sur ça. Alors, j'ai quand même pu continuer sur ça sans problème.
Mais aussi, entre-temps, il y avait les feux de forêt à Terre-Neuve qui ont commencé à faire ravage. Alors, ça aussi, c'était un autre obstacle de la nature qui s'est juste présenté comme ça. Si mon vélo avait pas cassé, j'aurais évité les feux de forêt de quelques jours. J'aurais fini avant que les feux de forêt ont pu vraiment se rendre au spot où je traversais. Mais là, au moment que le vélo allait arriver, les feux de forêt étaient comme au pic, puis ça traversait justement une route que je traversais. Donc, vraiment la seule route de Terre-Neuve qui se rend de l'ouest vers l'est. Donc au final, ton vélo arrive, donc tu repars et au final t'es parti de Shetty Camp, je crois le 1er août et t'arrives 10 jours plus tard, donc le 11 août 2022. C'était quoi la sensation en arrivant là? Ouais, donc mon vélo, je le reçois le lundi d'après, donc quasiment 9 jours après, je le reçois, puis là, je pars après ça mardi. Puis encore là, on parle de météo mauvaise, là, mais il a fait beau toute la semaine que j'étais à Chéticamp. Puis là, finalement, le jour que je repars, la grosse pluie, le vent de face, 30 minutes de pluie, vraiment la tempête tropicale dans le coin. Mais en même temps, je me dis, c'est la mauvaise météo qui me suit depuis le début. Mais là, il me restait pas grand-chose. Il me restait seulement 2 jours de vélo à faire. Alors, j'avais un jour pour me rendre à North Sydney. Alors, un 250 kilos pour me rendre au port. Puis après ça, j'avais aussi un petit peu raccourci le trajet parce que ça passait plus. C'était plus sécuritaire de passer à ce moment-là par Terre-Neuve au centre. Donc, j'ai pris un autre traversée pour me rendre, pour éviter les feux de forêt. Puis finalement, il me restait seulement 200 kilos pour me rendre à Saint John's à Cape Spear. Donc de là que j'ai fait un détour justement à Dildo. Je me suis dit, yes, Dildo. C'est ça. En fait, j'avais déjà vu ça sur. En fait, j'ai découvert Dildo à travers Jimmy Kimmel là, qui avait fait un truc il y a quelques années, mais j'avais comme complètement oublié. C'est là que le jour avant, quand j'étais sur le bateau, je commençais à faire de l'exploration de routes pour m'assurer que les routes que j'allais prendre, c'était pas des routes de mountain bike ou de trucs. C'est là que j'ai vu, Dildo, à un détour de 30 km. Là, je me dis, j'ai déjà raccourci mes affaires, puis la journée qui va me rester à rouler, il me reste seulement 180-200 kilos à faire. 200 kilos, c'est pas beaucoup relatif à ce que je fais depuis 2 mois. Alors, je me dis, un 30 kilos de plus, c'est rien, là. Puis, c'est quand la prochaine fois que je vais être à Terre-Neuve que j'aurai la chance de me rendre à Dildo. Fait que je me suis rendu à Dildo, faire un petit détour. Je pensais juste faire une heure de quelques minutes, mais finalement, je suis resté là quasiment 3 heures, je pense. Il y a tellement de choses à voir là-bas. C'est quand même vraiment, vraiment drôle comme village, mais les gens sont aussi vraiment gentils. Puis, ouais, non, c'était. Et t'as ramené un souvenir, t'as ramené une casquette. Ouais, j'ai plusieurs souvenirs de Dildo, en fait, mais la seule que j'ai montrée à date, c'est la casquette, effectivement, que j'ai pour immortaliser ça. Génial. Mais tu nous donnes envie de te demander c'est quoi les autres choses. Vous allez voir plus tard sur mon Instagram, ouais. Ouais, vous allez voir plus tard, effectivement. Yes. C'est bon. Bon, pour faire un petit retour un petit peu sur l'expérience, Henri, justement, tu sais, c'est quoi les choses que tu retiens, les choses que tu as appris justement à travers toute cette aventure? Tu sais, ce que je retiens, on a tellement une richesse au Canada. Le pays est tellement vaste, mais on a tellement de belles choses à travers tout le pays. C'est l'environnement qui change, tout le décor qui change. On a les Rocheuses, on a les plaines, on a le Québec, les Maritimes. Il y a tellement on a tellement un vaste terrain avec tellement de beaux bijoux, de beaux paysages. Donc je pense qu'on peut en être fier de ça. Puis même au Québec, les gens me demandent souvent, c'est quoi les 2 provinces préférées que tu as traversées? C'est sûr que le nord du BC a été quand même très unique avec les grosses montagnes, le wildlife, les ours, le remoteness, donc pas de réseau. Mais aussi en même temps, je pense que la Gaspésie, pour moi, ça reste vraiment un lieu que je trouve magnifique. Là. Donc, c'est quand même, ça reste, malgré que je l'ai fait plusieurs fois déjà, la Gaspésie, c'est vraiment encore un des plus belles places au Canada que je trouve après le BC ou même comparé au BC. Ce que j'ai beaucoup appris aussi, c'est sur moi. Encore, malgré le fait que, moi, je m'attendais à avoir 50% de mauvais temps, puis 50% de
de moments difficiles, pas 90%. En tout cas, moi je trouve que c'était 90%. Là. Mais on a tellement... Pour le mauvais temps ou les moments difficiles ou le mauvais temps, puis les moments difficiles aussi. Mais je pense que ça va les deux en deux. Je me rends compte que notre mental est tellement fort, donc il faut juste qu'on se fasse confiance, qu'on se donne la chance de pouvoir le faire. Puis je pense qu'en se faisant confiance, on peut trouver une solution à tout. Donc, il faut rester calme, il faut trouver la solution parce qu'il y a plein de solutions à tout. Même quand mon vélo a pété, il y avait une solution. Là. Je la voyais pas à ce moment-là, mais quelques jours après, il y avait une solution. Donc, il y a plein de solutions à tout pour passer à travers tous les mauvais moments, tous les downs, tous les imprévus, les obstacles qui se présentent devant nous. Est-ce que tu as un dernier message à faire passer? J'aimerais vraiment remercier tout le monde en fait qui m'ont suivi. C'est vraiment nombreux, des centaines, des milliers à me suivre, à m'écrire aussi. J'ai pas pu répondre à tout le monde encore à travers tous les messages que j'ai reçus, mais vraiment, mis à part le mental que j'ai dû avoir pour pouvoir faire ça, mais je pense que ma communauté en fait m'ont vraiment aidé à passer à travers. J'ai reçu tellement de beaux messages d'encouragement quand j'ai des downs. J'ai pas mal quasiment tout lu les messages qui sont rentrés, mais j'ai pas pu répondre à tout le monde encore, là, mais vraiment, ça m'a permis quand même de passer à travers tous ces moments difficiles, puis aussi de pouvoir partager le tout avec vous. Pour moi, c'est important. Là, j'ai vu tellement de belles choses que ça aurait été injuste de ne pas le partager. Donc, de pouvoir vous amener en fait sur l'aventure, puis sur le voyage aussi avec moi, mais à distance, c'était un gros plaisir pour moi. Puis j'en profite pour mentionner que pour toutes les personnes qui veulent voir un petit peu cette aventure un peu plus en images, il y a une vidéo qui a été faite justement qui s'appelle Trans-Canada Bike Race 2022 sur YouTube. C'est un reportage qui a été fait donc sur toi, Henri, qui a été réalisé par Phil Rouleau. Il y a de magnifiques images, c'est super inspirant et c'est des images qui ont été tournées avant l'aventure pour présenter ce projet-là. Donc je vous invite vraiment tous à aller le visionner et puis pour voir aussi le parcours en fait de la course. Vous pouvez aller voir ça sur transcanadabikerace.com et ça vous permet de voir un petit peu l'étendue du périple. Et puis si jamais ça vous a donné envie d'y participer l'année prochaine, vous pourrez également vous inscrire directement sur cette plateforme-là. Il y a une vidéo aussi qui va sortir, Henri, je crois, non? À la date, j'ai quand même fait quelques reportages avec, en fait, pour la fin de la course, mais sinon aussi, toutes mes historiques d'archives de la course sont sur mon compte Instagram, donc pour les gens qui veulent revivre l'aventure au complet, donc tous les archives sont encore là, segmentées par jour. Mais sinon, prochainement, je pense que c'est plus de faire un topo sur la course à travers les podcasts ou d'autres trucs, ouais. Oh, cool. Merci beaucoup, Henri, d'avoir accepté notre invitation. Merci à tous d'avoir écouté l'épisode. Merci, Henri. C'était un plaisir de pouvoir partager toute cette aventure avec toi. Merci à vous. Je souhaiterais aussi en profiter pour tous vous remercier de nous suivre et d'écouter le podcast. On reçoit beaucoup de messages positifs, donc ça nous encourage vraiment à continuer dans cette direction-là. Et si vous souhaitez nous aider, donc vous pouvez évidemment vous abonner à Ultra Distance sur les plateformes de streaming. Vous pouvez aussi évidemment rédiger un avis sur la plateforme sur laquelle vous écoutez ce podcast et tout simplement partager l'épisode sur les réseaux sociaux. Donc merci beaucoup à tous et on se retrouve pour un prochain épisode d'Ultra Distance.